Bien, écoutez, merci de votre présence parmi nous sur cette nouvelle conférence donc sur l'hybridation et la déspécialisation du travail. Donc, ravi de vous accueillir. On a un quatrième intervenant qui va arriver d'ici peu. On va arriver à faire la liaison sans trou, je l'espère. Donc on est ensemble pour une petite heure. On essaiera de laisser le temps des questions-réponses. Et je vais plutôt présenter ou laisser les intervenantes se présenter. Donc moi, je suis Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial Asset Management. Perial Asset Management co-sponsorise avec le CIMI cette conférence sur un sujet qui nous tient à cœur, bien entendu, sur l'évolution des modalités de fonctionnement du bureau dans le monde dans lequel nous rentrons aujourd'hui. Et à mes côtés, donc, j'ai le plaisir d'accueillir, et vous les voyez s'afficher à l'écran, donc Charlotte Marion, qui est responsable partenariat de Paris Co, et Fleur Cabelli, directrice conseil habitat, territoire et immobilier de The Boston Project. Peut-être si vous pouvez vous présenter en 2 mots, présenter vos actualités, puis les organismes que vous représentez. Et nous aurons donc Christophe Burkhardt, mais qu'on ne présente pas, le directeur général du leader mondial du coworking IWG, qui est en route et qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bonjour à tous, Charlotte Marion. Donc, je suis en charge des partenariats au sein du pôle Ville Durable de Paris Co. Paris Co, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de sa métropole. Et notre rôle, c'est de favoriser l'emploi par l'innovation. Ça se traduit par l'existence donc de 12 incubateurs sur diverses thématiques. Et en l'occurrence, je suis en charge des partenariats sur le pôle Ville Durable. Notre objectif, c'est de travailler sur des écosystèmes en accompagnant l'ensemble des porteurs de projets, acteurs qui souhaitent développer des solutions innovantes à se développer. Et aujourd'hui, on a du coup 4 programmes. Un programme d'incubation qui accompagne une centaine de startups par an. Un programme d'expérimentation où on va tester dans la ville des solutions pour accompagner les politiques publiques à intégrer ces innovations. On a un programme d'innovation sociale qui accompagne justement des entrepreneurs sociaux du territoire dans le développement de leurs activités. Et on fait le lien justement avec pas mal d'acteurs de l'immobilier. Et puis un observatoire qui érige justement toutes ces grandes tendances et qui crée des collectifs pour développer justement des outils, des référentiels sur des sujets d'intérêt général en lien avec la ville de demain et la ville durable. Merci Charlotte. Fleur ? Enchantée, Fleur Cabelli de The Boson Project. The Boson Project, il y en a qui ont déjà peut-être entendu parler. On a été fondé il y a 10 ans par Emmanuel Duez. On est un cabinet de conseil et un laboratoire de recherche. Et notre objet de travail et de recherche, c'est justement la question du travail. Donc tous les sujets humains de l'entreprise, ça va être l'engagement, les nouvelles générations, la solidarité en entreprise, tout ce qui fait vraiment le cœur du collectif de l'entreprise. Et on a lié ça avec l'immobilier. Nous, à la fois dans le conseil et dans la recherche, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en lien justement ces aspects humains avec les aspects immobiliers, d'aligner tout ça le long d'une colonne vertébrale avec également les valeurs RSE, etc. de l'entreprise. Donc on met autour de la table les directeurs immobiliers, les dirigeants, les DRH, pour faire des projets qui soient vraiment alignés et cohérents pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Et on conseille également les acteurs de l'immobilier parce qu'on connaît assez bien les besoins, les attentes de leurs clients qui sont les entreprises pour les bureaux. Et donc on va maintenant conseiller, c'est mon secteur, habitat, territoire et immobilier, les acteurs de l'immobilier, que ce soit des promoteurs, des asset managers, des investisseurs, pour les aider à mieux comprendre les attentes de leurs clients, les évolutions qui sont très rapides du travail, le rapport au travail des Français, comment il évolue, pour essayer d'imaginer comment on peut faire des bureaux qui soient plus alignés avec les attentes de leurs clients. Merci Fleur. Et donc, en 4e intervenant, Christophe Burkhardt, qui vient de nous rejoindre juste à temps. Bravo, magnifique, il faut l'applaudir. Hein. Quel timing, quel sens du timing. L'important, c'est d'être là juste à l'heure. Pas avant, pas après, juste à l'heure. Juste à l'heure. Je confirme que les transports en commun ne sont pas encore totalement opérationnels pour les Jeux Olympiques. Ça n'est pas qu'une rumeur. Excusez-moi. C'est pour ça qu'il faut avoir des bureaux relais pour assurer tout ça. Donc Christophe, IWG, leader mondial du coworking, tu peux nous en dire un petit mot? Oui, là, c'est une entreprise qui est plus connue sous le nom de Regus, c'est une entreprise qui est née il y a une trentaine d'années dans le domaine des espaces de travail flexibles, qui s'est renommée il y a 5 ans sous le nom d'une holding qui s'appelle IWG, qui opère un certain nombre de marques. Donc on a une approche multimarque de ce marché.
Et Regus fait partie du portfolio de marques, mais il y en a d'autres comme Spaces, HQ, Signature. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 8 millions de mètres carrés d'espace de travail de coworking dans le monde. Ça représente à peu près 4000 sites dans 120 pays. Et en France, c'est à peu près 150 sites. Une ouverture à peu près tous les mois, on va passer à 2 à partir de l'année prochaine, parce que le marché se porte bien. Et donc on est ravis de cette demande qui s'accroît tous les jours. Merci à toi. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Fleur, peut-être une question pour toi pour commencer. Donc, vous avez réalisé une très belle étude que j'encourage tout le monde à lire, le travail déraciné. Vous parlez de bureau dans cette étude-là, mais vous parlez aussi beaucoup de travail. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on apprend sur le bureau en étudiant le travail justement sous cet angle sociologique ? En effet, c'est une étude qui est en libre accès si elle vous intéresse. Elle s'appelle le travail déraciné. Vous la trouverez sur notre site internet donc de The Boson Project, pour laquelle on a interviewé plus de 80 directeurs immobiliers d'entreprises en France, donc soit en entretien, soit avec un petit questionnaire qui nous permet d'avoir des jolis chiffres comme ça. Je remercie, il y en a dans la salle d'ailleurs qui ont répondu à ces questions. Et ça nous a appris plein de choses, évidemment. Les questions qu'on leur a posées, c'était qu'est-ce que vous observez aujourd'hui de l'évolution du travail dans vos entreprises ? On parle de déspatialisation, on parle de déracinement du travail. Et quelles conséquences ça a sur l'immobilier ? Et en effet, c'est toujours hyper intéressant. Nous, c'est notre passion d'aller regarder ce qui se passe sur le rapport au travail pour en conclure des choses sur les bureaux. Ce qui se passe aujourd'hui sur le travail, c'est un petit peu ce qui se passe aussi pour le reste de la société. On le voit aussi dans les modes de consommation. On parle d'un phénomène d'individualisation. Alors sur les modes de consommation, ça s'est traduit par la volonté de pouvoir tout personnaliser. On veut tout pouvoir prendre avec des options. On veut choisir exactement comment on personnalise ce qu'on consomme. Sur le travail, ça se traduit par un besoin de flexibilité, de flexibilisation de son rapport au travail. On veut pouvoir travailler où on veut et quand on veut. Alors ça vous a pas échappé. Mais quelles conséquences ça a eu sur les bureaux ? La première conséquence, je ne vais pas m'appesantir dessus parce que vous le savez tous, on en a parlé environ 8 millions de fois depuis la crise du Covid, c'est que les bureaux sont moins utilisés. On veut pouvoir travailler où on veut, ça implique qu'on peut aussi travailler chez nous et que du coup le bureau, non seulement il est moins utilisé, mais il doit être 2 fois plus désirable, 2 fois plus attractif pour me donner envie d'y aller. C'est un défi de taille pour les directeurs immobiliers. Quand on les a interviewés, les directeurs immobiliers nous ont répondu que 76% d'entre eux ont réaménagé leur bureau depuis 2022. C'est quand même un rythme extrêmement rapide qui s'est vraiment accéléré de réaménagement des bureaux et 9% l'envisagent. Donc on est à quasiment 90% des entreprises qui ont fait un travail pour rendre leur bureau plus attractif. Ça, c'est le premier défi pour les directeurs immobiliers. Mais le deuxième défi, c'est qu'en fait, cette flexibilisation, on dit je veux pouvoir travailler où je veux et quand je veux. Mais en plus, j'ai des désirs qui peuvent varier. Sur le temps long, ça peut être sur certaines périodes de l'année, ça peut être des variations assez longues. Par exemple, on parle d'un phénomène de retour de balancier. On avait eu une grosse passion pour le télétravail quand on a tous découvert massivement le télétravail à la suite du Covid. Tout le monde a pris autant de télétravail qu'il pouvait dans son entreprise. Donc si j'avais le droit à 2 jours, je prenais systématiquement mes 2 jours. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour au travail des salariés. Alors il y a d'un côté les directions qui poussent à ça, mais il y a aussi un désir des collaborateurs dans beaucoup d'entreprises de revenir au bureau. Pour plein de raisons. Parce que finalement, chez moi, peut-être que c'est pas si confortable que ça, peut-être que je commence à m'en lasser un petit peu, peut-être qu'il y a des choses au bureau qui ne sont qu'au bureau et que je ne peux pas trouver chez moi, comme la sociabilité, comme la capacité à innover, comme la capacité à apprendre, à former aussi les nouvelles recrues. Le télétravail, ça marchait très bien quand on se connaissait tous dans l'entreprise, mais au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles recrues qui arrivent, il faut les former, et donc il faut revenir au bureau. Donc voilà, il y a un effet sur le temps long de retour de balancier de collaborateurs qui ont tendance à revenir un petit peu. C'est un défi pour les directeurs immobiliers parce que, je vous l'ai dit, il y en a 76% qui ont réaménagé leur bureau en prenant le principe qu'il y avait des taux qui allaient avec les 2 jours de télétravail. Si les gens ne font plus qu'une journée de télétravail, mais évidemment, il n'y a pas assez de place. Donc, premier défi pour les directeurs immobiliers, s'adapter à cette flexibilité sur le temps long, à ces évolutions des flux qui vont comme ça et qui viennent. Et en fait, il y a un autre rythme qui est bien plus embêtant pour eux, c'est le rythme sur le temps court. C'est je veux pouvoir venir au bureau quand je veux, mais en fait tout le monde va avoir un peu les mêmes envies et je veux pouvoir venir le mardi, le mercredi, le jeudi. Et le lundi, le vendredi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc ça, c'est la flexibilité sur le temps court. C'est vraiment le deuxième défi. Tous les directeurs immobiliers sont confrontés à ça aujourd'hui. Et ils nous ont partagé 3 stratégies. Et je m'arrêterai là pour passer la parole aux autres intervenants. Mais ils nous ont développé 3 stratégies différentes pour répondre à ce défi. La première, c'est soit, très bien, mon bureau n'est pas flexible. Mon bureau, j'ai un espace qui est défini. Les flux sont flexibles, eux.
bah, très bien, je m'adapte, j'adopte le tempo qui est défini par mes équipes. Ils ne veulent pas travailler le vendredi, mais je ferme les bureaux le vendredi. Il y a quelques entreprises qui ont commencé à le faire. Ça veut dire qu'on accepte le rythme. Deuxième stratégie, c'est j'essaye de maîtriser un petit peu plus les flux. Je refuse ce tempo. Soit je sors le bâton, soit je sors la carotte. Et la carotte, parfois, ça marche assez bien. C'est Fanny de Keolis qui nous racontait qu'en instaurant des petits déjeuners le lundi, elle avait gagné 20% de fréquentation le lundi en quelques mois. Il y a des carottes qui marchent assez bien. Donc, deuxième stratégie, je peux essayer de maîtriser les flux pour les régulariser, pour ne pas avoir ce décalage entre mon espace qui est invariable et mes flux qui sont variables. Et troisième stratégie, c'est qu'on est parti du postulat que les flux sont variables, mais l'espace non. Mais peut-être qu'en fait, c'est l'espace qui doit devenir variable. On peut parler de bureau accordéon. Comment on peut faire pour, soit sur l'échelle d'une semaine, soit sur l'échelle d'un mois, d'un an, parce que je sais que je vais avoir des pics. Comment on peut faire pour faire varier notre espace et avoir des espaces supplémentaires, soit de réunion, soit de travail, qui vont venir décharger un petit peu ce phénomène-là. Merci Fleur. Du coup, Christophe, peut-être pour enchaîner, le coworking, qu'est-ce que ça apporte justement pour absorber les flux, optimiser l'usage des bureaux dans cet écosystème ? Le sujet il est exactement celui dont Fleur a parlé, qui est que les études montrent, j'avais vu une étude IFOP qui disait la même chose, qui disait que quand on était embauché, on souhaitait avoir un certain nombre de jours de télétravail, contractuellement parlant, mais qu'on pouvait aussi ne pas les utiliser. Donc c'est la volonté vraiment pour les collaborateurs de faire ce dont ils ont envie, dont ils ont besoin, dans le cadre évidemment d'une organisation de travail de l'entreprise. Et donc moi je suis plutôt favorable à la troisième option, l'option accordéon, parce que c'est la plus flexible, c'est là où il y a le moins de contraintes, et c'est celle qui, pour une entreprise, peut être aussi la plus efficace d'un point de vue coût. Et on a beaucoup de projets avec des grands utilisateurs qui souhaitent avoir des espaces de coworking au sein même de leur bâtiment. On signe des contrats de gestion de ces espaces pour leur compte dans ces bâtiments-là, et ça leur donne la possibilité de les utiliser notamment les jours où la présence des collaborateurs est forte, en mode très flexible. C'est-à-dire qu'ils viennent chez nous, nous sommes chez eux, ils utilisent leurs espaces s'ils en ont besoin, et ils ne les utilisent pas s'ils n'en ont pas besoin. L'avantage de cette solution, c'est aussi que s'ils le souhaitent et s'ils sont d'accord, ces grands utilisateurs, on peut faire venir des entreprises de l'extérieur pendant les jours où ils n'en ont pas besoin. Et donc on a un espace tampon qui est à la fois disponible pour l'entreprise les jours où il y a un trafic important, mais qui ont aussi la possibilité de monétiser ces mètres carrés, donc de faire rentrer des flux financiers en faisant venir des collaborateurs d'autres entreprises dans ces localisations-là. Donc effectivement, créer ces soupapes d'ajustement au sein même des actifs, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup sous forme de contrats de prestation de services. D'accord. Charlotte, au-delà du coworking, justement, est-ce que tu identifies d'autres solutions sur les actifs existants en termes de typologie d'organisation, justement, des espaces de travail ? Effectivement, le coworking est une solution qui est aujourd'hui qui est crédible, notamment par la flexibilité qu'elle propose. Néanmoins, il va falloir travailler sur d'autres solutions pour pallier justement à tous ces mètres carrés qui sont aujourd'hui vacants. Rien qu'en Ile-de-France, c'est 4,4 millions de mètres carrés de bureaux qui sont sous-occupés, avec, quand ils sont occupés, 30% le taux d'occupation. Et effectivement, un phénomène, même s'il est en train de régresser, de télétravail, où un Français sur trois, il me semble, Fleur, ce que vous disiez dans l'étude des bosons, télétravail. Ça donne des résultats qui font qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple des tours du Haut à la porte d'Ivry, sur les 2 tours, les gestionnaires ont dû s'adapter puisque le vendredi, avec effectivement l'engouement du télétravail, il y avait finalement plus d'utilisateurs, et donc ils ont dû fermer l'une des tours. Donc la question, c'est finalement comment et qu'est-ce qu'on fait de ces mètres carrés sous-occupés, comment on peut justement utiliser l'hybridation et l'intensification pour pouvoir venir à la rescousse de ces mètres carrés sous-occupés. Et donc chez Paris Co, on a développé un groupe de travail avec des acteurs de l'immobilier, plébiscité avec des acteurs publics, puisque c'est sous l'égide de Eleanor Slama, adjointe à la mairie du 12e, que nous avons lancé une initiative qui a pour but de créer en fait un indicateur de l'intensité d'usage. C'est quoi cet indicateur ? Cet indicateur, il a pour but de caractériser le potentiel d'un actif et d'ensuite aller dessiner un certain nombre de scénarios d'usage à proposer aux utilisateurs.
Aujourd'hui, on le sait, l'ouverture du bureau, c'est une réalité. On va passer à un bureau qui est mono-utilisateur, mono-usage, à un bureau pluri-usage. Et chez Paris Co, et on n'est pas le seul à le penser, c'est la réponse pour pouvoir, la solution pour pouvoir y répondre, c'est notamment la chronotopie et les acteurs du territoire qui sont déjà présents et qui peuvent proposer des solutions qui sont extrêmement intéressantes. Merci à toi. J'ai envie de me retourner vers Christophe. Travail hybride, nouvelle norme ou phénomène de mode ? Non, je pense que c'est une nouvelle norme, on peut le dire, après maintenant un certain temps passé depuis la pandémie. Je rejoins exactement ce qui vient de se dire sur l'hybridation. On appelle ça le travail hybride chez nous. Moi, je crois qu'on l'appelle même assez généralement travail hybride. Et en fait, c'est assez simple, la définition du travail hybride. On passe d'un monde assez rigide où on avait un lieu de travail qui pouvait être majoritairement le lieu de travail, les bureaux de l'entreprise, et quelquefois le travail à domicile, à un monde beaucoup plus ouvert, beaucoup plus flexible, qui est qu'on donne le choix aux collaborateurs de réseaux de lieux de travail au pluriel. Et il y a beaucoup d'avantages à cette solution. Le premier avantage, c'est ce dont on parlait par rapport aux collaborateurs qui souhaitent trouver cette flexibilité dans le cadre, évidemment, d'une organisation du travail qui est décidée par l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des études très claires qui montrent que, d'un point de vue coût, ce modèle beaucoup plus variable, beaucoup plus optimisé, est intéressant pour les directeurs financiers des entreprises. Donc, le modèle de travail hybride, c'est plébiscité entre 85 et 90% des entreprises selon les études. Donc c'est vraiment pas un raz-de-marée, mais en tout cas clairement une norme qui vient accompagner l'approche plus classique de l'immobilier où les entreprises ont aussi besoin d'avoir leurs propres sièges sociaux. Donc on est dans ce phénomène-là d'offrir des choix de lieux de travail aux collaborateurs qui peuvent travailler en réseau, qui peuvent travailler de chez eux, qui peuvent travailler d'à côté de chez eux, qui peuvent travailler en déplacement, qui peuvent venir sur le lieu de l'entreprise lorsque le présentiel est requis. Et donc pour nous, c'est effectivement quelque chose qui se développe. C'est à peu près 2-3% du marché aujourd'hui. On pense que d'ici 2030, ce sera au moins 20%. D'accord. Écoute, on comprend que la flexibilisation et le télétravail ont bien sûr des effets particulièrement impactants sur le bureau. Fleur, tu parlais d'individualisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement justement par rapport à ce phénomène ? Ouais, le mot est important parce qu'il ne faut pas le confondre avec individualisme. L'individualisme, c'est le fait de faire passer son intérêt personnel avant l'intérêt collectif. Moralement, on en pense qu'on veut, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut décrier. L'individualisation, ça n'a rien à voir, c'est pas un gros mot. L'individualisation, c'est simplement de vouloir avoir le primat du choix et de l'autonomie. C'est le fait que je veux faire de façon plus autonome un peu ce que je veux quand je veux. C'est ce phénomène-là qu'on voit au travail, et c'est ce qui explique que je veux travailler où je veux, quand je veux, et du coup, finalement, je suis moins dans un travail collectif. Parce que si je veux pouvoir travailler ailleurs qu'au bureau, si on individualise le rapport au travail, on perd mécaniquement autant en collectif. On gagne en individuel et on perd en collectif. On a vu des conséquences dès la mise en place massive du télétravail pendant le Covid. Il y a des entreprises qui décriaient le fait que quand on est moins en collectif, on a plus de mal à innover, par exemple. On a plus de mal à être efficace sur certaines tâches. On a plus de mal à apprendre. C'est pour ça que le télétravail est souvent interdit à ceux qui sont en apprentissage. Et on a plus de mal aussi à embarquer, donc à transmettre les valeurs, à transmettre des savoir-faire, etc. Tout ça, on l'a vu il y a déjà un petit moment, mais il y a quelque chose dont on commence à s'apercevoir, c'est que quand on perd en collectif, on perd aussi en engagement. L'engagement, c'est un grand mot, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. En fait, l'engagement, c'est quand on fait un tout petit peu plus que ce qu'il y a sur sa fiche de poste. On fait le petit pas de plus, on va faire un petit peu plus de travail, on va s'engager un petit peu plus auprès des équipes, pour les valeurs de l'entreprise, etc. Et on s'est aperçu assez récemment, parce que ça se mesure ces choses-là, que moins on est ensemble, moins on est en collectif, moins les collaborateurs sont engagés. Et donc il y a des entreprises qui avaient proposé d'ailleurs des emplois qui pouvaient se faire de n'importe où en France, alors que le reste des équipes étaient ensemble à Paris. Et ils se sont aperçus que pour ces profils-là, pour les profils dont ils avaient besoin, et pour leur métier et en fonction de la culture de leur entreprise, ça ne marchait pas. Parce qu'au bout de 2 ans, ces profils-là étaient complètement désengagés. Et donc là, 2 ans après le Covid, ils ont mis fin à ces politiques-là. Ce n'est pas le cas pour tous, évidemment, c'est une vérité, c'est une moyenne. Donc c'est le cas pour beaucoup, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais donc cet engagement, en fait, la raison pour laquelle le collectif est lié à l'engagement, c'est que le premier levier d'engagement pour les travailleurs français, on avait posé cette question-là dans une étude qu'on a réalisée il y a quelques années. On a demandé quel est votre levier d'engagement ? Est-ce que c'est la valorisation ? Est-ce que c'est la rémunération ? On avait toute une liste.
En fait, non, c'est l'autre. L'autre avec un grand A, mon collègue, la personne qui est à côté de moi au bureau tous les jours. Donc quand on réduit le temps passé en collectif, on a tendance, si on ne fait pas attention, à réduire mécaniquement l'engagement des collaborateurs. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est évidemment parce qu'il y a un lien avec l'immobilier. C'est que pour renforcer du coup ce collectif, pour renforcer cet engagement, le bureau peut évidemment être une réponse parce qu'il faut donner des lieux pour être ensemble efficacement. On est moins souvent ensemble, donc il faut qu'on soit ensemble plus efficacement. Je vous disais tout à l'heure que la majorité, 86% des entreprises, ont réaménagé leur bureau. Et je crois qu'on en a 58% qui accordent plus de place qu'avant aux espaces collectifs au sein des bureaux. Donc on est vraiment sur cette recherche d'espaces collectifs, d'espaces pour être ensemble. C'est la première réponse à comment on fortifie ce collectif et cet engagement des collaborateurs. Je ne vais pas vous le développer ici parce qu'on n'est pas un salon RH, mais il y a plein de choses à faire sur les managers pour accompagner les managers. Et pas que les managers de proximité, les managers à toutes les échelles de l'entreprise. Et le troisième pan, en revanche, la troisième action, elle est beaucoup plus à cheval avec l'immobilier, c'est pour ça que je voulais la développer un petit peu, c'est le sujet de l'animation. En fait, un collectif, il ne suffit pas de mettre les gens ensemble pour que ça marche, il faut animer le collectif. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on s'aperçoit que c'est souvent le grand oublié dans les entreprises. Quand on a interrogé les directeurs immobiliers pour l'enquête, encore une fois, on demandait, est-ce que pour vous c'est une priorité ou pas? Donc 0, pas du tout. 10, oui, c'est une priorité, cette animation. On nous a répondu oui à 7,5 sur 10. Donc on voit que les entreprises ont conscience qu'il faut animer la vie collective. En revanche, quand on demande qui, chez vous, est responsable de l'animation du collectif, c'est en grande partie les managers, et sous-entendu les managers de proximité. Ça veut dire qu'on va animer à l'échelle de l'équipe. Ça veut dire qu'il va manquer l'animation à l'échelle d'un collectif beaucoup plus global. Et ça, c'est très dommageable. On a tendance à se recentrer en période de crise sur l'échelle de l'équipe, mais il faut maintenant revenir à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle du bureau. Et quand on demande aux directeurs d'immobilier sur quel sujet vous avez des difficultés de façon ouverte, il y en a 28% qui nous disent « moi j'ai des difficultés avec l'animation. J'ai besoin d'aide sur l'animation ». Et c'est pas étonnant parce que l'animation, elle est souvent complètement à cheval entre le directeur immobilier, le DRH, la direction de la communication. C'est un espèce d'objet qui n'est pas bien défini. On n'a pas trop défini les objectifs d'ailleurs de l'animation, on ne sait pas trop la mesurer. Souvent, on se contente de faire un petit déjeuner le mercredi et on ne sait pas trop quoi faire de plus. Il y a des choses absolument géniales à faire en animation, en lien avec la fierté du métier, en lien avec les réussites des collaborateurs, en lien avec les partenaires, avec les clients, et puis avec le quartier. On va y revenir. Il y a des très belles choses à faire en lien avec son quartier, son environnement d'ancrage. Mais donc, pour résumer, en gros, les bureaux sont une réponse nécessaire à cet enjeu du collectif, mais ils ne sont pas suffisants. Encore faut-il animer la vie dans les bureaux et faire vivre des choses dedans. Donc des bureaux précieux pour les entreprises, mais sous réserve ce qui favorise le partage, les rencontres, le collectif. Et derrière, il faut y mettre vraiment un input fort en matière d'animation. Si on dézoome un petit peu, Charlotte et Fleur, donc on parle de collectif, effectivement, d'ancrage à l'échelle de l'entreprise. Mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir également à une autre échelle? On voit que de plus en plus, effectivement, on cherche à sortir un petit peu des murs du bureau et à voir à quel point il peut faire sens en termes de porosité vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de la société, et à la fois sur, je dirais, sa colonne vertébrale en tant que telle, en tant que bâtiment dans son écosystème, mais également pour ses usagers, réellement faire sens autour justement de ce qui existe autour de l'immeuble. Peut-être une réponse, Fleur ou Charlotte, sur le sujet? Absolument. Chez Paris Senco, on travaille justement à débloquer donc ces freins. Concrètement, en fait, pour pouvoir ancrer un projet sur son territoire, on a développé une méthodologie en 5 points. La première, c'est élaborer un diagnostic de territoire, c'est-à-dire au-delà des aspirations des utilisateurs, si tant est qu'ils existent déjà, c'est d'aller justement comprendre le tissu, la localité dans laquelle s'implante l'actif, pour pouvoir ensuite identifier des potentielles synergies à activer. La deuxième étape, c'est co-définir ensemble une programmation, puisque grâce au diagnostic de territoire, on peut récolter justement les aspirations du territoire, des acteurs, et pouvoir définir donc les usages. Une fois qu'on définit ces usages-là, eh bien, on va révéler ce qui s'appelle le déjà là. Simplement, on va aller identifier les acteurs du territoire pour pouvoir justement réaliser justement ces usages-là. Les acteurs du territoire, peut-être pour expliquer ce que c'est,
parce que c'est assez vaste. C'est l'ensemble des parties prenantes qui contribuent finalement à la vie locale d'un quartier. Nous, très concrètement, si on fait le lien avec le bureau, c'est effectivement donc des exploitants, des opérateurs. Et ces exploitants et ces opérateurs à impact, ils peuvent être, par exemple, des acteurs qui proposent des tiers-lieux, des menuiseries solidaires, des résidences intergénérationnelles, des cafés de vélo de réparation, qui accessoirement peuvent proposer en fait des services à intégrer justement dans l'offre de bureau. Ça, c'était la 3e étape. La 4e étape, c'est justement co-construire donc les modèles économiques et les modèles de gestion. Parce que c'est simple de les identifier, même si on travaille là-dessus. Mais la plus grande difficulté, c'est finalement comment on arrive à créer justement de la péréquation économique pour pouvoir les intégrer plus durablement dans un projet. Donc à ce titre, c'est un sujet qui nous anime énormément aussi, puisqu'on a lancé un groupe de travail autour des modèles hybrides. A priori, on n'a pas fait fausse route. Sur lequel on a travaillé avec des acteurs de l'immobilier et des instances publiques sur justement un référentiel de modèle économique qui permet à la fois d'ancrer, mais aussi surtout de porter ces acteurs. Et puis la 5e étape, c'est évaluer l'impact. C'est souvent l'oublier, malheureusement, mais pour autant, il est hyper important parce qu'il permet justement de traduire ces externalités positives, que ce soit en termes de flux, de satisfaction et d'employabilité. Et in fine, de pouvoir justement démultiplier les bénéfices qui sont réalisés à travers une démarche d'intégration d'un projet dans son territoire. Notre objectif, à travers cette méthode, c'est justement de démultiplier finalement la valeur de l'actif et les co-bénéfices avec l'ensemble des parties prenantes. Et finalement, c'est faire le matching entre les acteurs du territoire et les besoins des utilisateurs. Ça fonctionne. On l'a fait, puisque nous, chez Paris Co, on est situé dans le 18e arrondissement de Paris. On a justement ouvert en fait, nos locaux à ces acteurs. Typiquement, ça peut être des citoyens, puisqu'on peut recevoir le soir des réunions de copropriété, le week-end des réunions de concertation, et puis en fonction des saisonnalités, un certain nombre d'événements, comme les marchés de Noël avec les artisans. On n'est pas les seuls. Si je prends l'exemple de Novaxia, c'est 300 mètres carrés au sein de leur siège, dans le 15e, qui sont dédiés à des acteurs de l'impact et qui est ouvert 24 heures sur 24. On a également Bouygues Construction, avec son concept garage, qui a développé 4000 mètres carrés pour 6000 mètres carrés d'usage, dans lequel on va vraiment travailler sur la chronotopie, c'est-à-dire la proposition d'activité en fonction des jours de la semaine, de l'heure. Donc on peut retrouver du bureau, accessoirement, des magasins, des commerces, de l'événementiel. Donc pour nous, l'immobilier, c'est pas qu'un outil, c'est vraiment un moyen pour faire société. C'est un moyen qui permet d'assurer une cohérence dans la fabrique de la ville. Et je fais une dernière parenthèse, si je me permets. Je ne sais pas s'il y a des Basques, ou s'il y a des Savoyards, ou s'il y a des Bretons dans la salle, ou simplement des Parisiens, mais vous avez tous une attache patrimoniale avec l'architecture des bâtiments qui encadrent finalement vos lieux de vie, enfin vos lieux de là où vous venez finalement. Et il y a une vraie différence. Elle est palpable, elle est physique. Eh bien, l'usage, il existe aussi à l'échelle des quartiers, à l'échelle des territoires. Les ADN, elles existent. Il faut simplement les révéler, et c'est un petit peu l'oublier justement dans certains projets, mais justement on œuvre à ça aujourd'hui, et notamment avec Parial, sur le projet du Bourget, où on contribue justement à travailler avec le projet de Factory, à identifier ces acteurs-là. Fleur, tu veux compléter ? Ouais, ce sujet, il est pour moi assez central. C'est un grand sujet qu'on traite dans l'étude parce qu'on n'en parlait pas il y a encore quelques années. En fait, on a eu encore une fois, je vais parler de rapport au travail, mais on a jusqu'à maintenant un héritage qui sont des bureaux tours d'ivoire. Les bureaux sont vraiment aujourd'hui construits comme des tours d'ivoire, enfin ceux qui étaient construits jusqu'à maintenant. Ils convenaient très bien à notre ancien rapport au travail qui était une dissociation parfaite entre la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie citoyenne. Ça a vraiment changé depuis quelques années. On n'arrive plus à dissocier son moi personnel de son moi professionnel, de son moi citoyen. C'est Frédéric Goupil de Bouillé, j'aime bien son expression, président de l'ADI, qui dit « Avant, on rentrait au bureau comme on rentrait en religion ou à l'usine. On laissait derrière soi, quand on mettait les pieds dans le bureau, toutes ses convictions personnelles, que ce soit sur des domaines RSE, ses convictions citoyennes, etc. Et on devenait un travailleur. Aujourd'hui, on mélange beaucoup plus tout ça. Et donc, ce bureau tour d'ivoire, il n'a plus de raison d'exister, il ne peut plus exister en tant que tel. Il n'est plus d'actualité parce qu'il y a, comme je vous le disais, cette exigence de mélanger beaucoup plus les différents secteurs, le citoyen, le professionnel, etc. Il y a aussi une des conséquences directes des confinements. On a redécouvert pendant les confinements nos quartiers de vie.
On s'est rendu compte qu'il y avait des petits commerces dans les quartiers résidentiels qui étaient quand même bien sympathiques pour une journée de travail, que c'est quand même très pratique d'avoir tous ces petits commerces à portée de main pendant sa journée. Et donc on a envie d'avoir la même chose au bureau. On a envie d'avoir cette animation de quartier, ce côté assez sympa du quartier résidentiel dans les bureaux. Pour ça, il faut sortir du bureau et ne pas y passer sa journée du matin au soir. Donc il y a ça qui s'est passé aussi. Et la troisième chose qui s'est passée, et qui est en train de se passer, qu'on a encore un peu du mal à voir, mais je vous livre les résultats d'une autre étude qu'on a réalisée pour Bouygues Immobilier, où on a interviewé une trentaine de maires et d'élus locaux en France qui font face à une double crise, qui est à la fois la crise de l'écologie et la crise du logement. Et face à cette double crise, ils n'ont qu'une seule solution, c'est de densifier les villes. Il va falloir, dans les années à venir, densifier absolument les villes dans lesquelles on habite. Et donc les maires se retrouvent face à une situation qui est qu'ils n'ont plus de mètres carrés et que pourtant il faut qu'ils continuent à développer leur ville et à accueillir des habitants. Comment on fait dans ces cas-là ? Il y a certains maires qui nous ont confié qu'ils allaient commencer à prendre contact avec des entreprises parce que quand on a une entreprise en cœur de ville, on a souvent des parkings qui sont complètement sous-utilisés le soir et le week-end, qui sont pile les moments où les riverains en ont besoin. On va avoir des bureaux, des salles de sport, des auditoriums, des cafétérias, etc., qui sont complètement vides. Pareil, le soir, le week-end, parfois le vendredi. C'est des mètres carrés qui sont extrêmement précieux aujourd'hui dans la ville. Et donc, il y a cette situation de la ville qui doit se densifier, qui va jouer aussi là-dessus. On va devoir beaucoup plus communiquer entre les territoires et les entreprises, les acteurs privés. Ça va dans le sens de l'histoire, ça va devenir complètement nécessaire. Et d'ailleurs, l'entreprise a des choses à en retirer aussi, parce que l'entreprise ne trouve plus de logement pour loger ses salariés. Ça, le territoire peut lui apporter. Donc c'est une relation qui peut être donnant-donnant entre l'élu local et l'entreprise. Ça apparaît comme des évidences, il faut le faire, il faut ouvrir les bureaux sur la ville. Et pourtant, quand on a posé la question au directeur immobilier qu'on a interrogé, on avait encore posé cette question du j'y crois pas. Donc 0, c'est j'y crois pas du tout, 10, c'est j'y crois complètement. La question, c'était à l'avenir, nos bureaux accueilleront vraiment du public ? Le score était complètement nul, on est à 3,5 sur 10. Et à la question est-ce que j'y crois pas, à l'avenir, mes bureaux accueilleront des salariés la semaine et d'autres publics sur les autres moments, donc le soir ou le week-end, on est à 3,1 sur 10. Donc on a pour l'instant une espèce de schizophrénie des directeurs immobiliers des entreprises qui nous disent évidemment il faut y aller, ça a énormément de sens d'ouvrir son bureau sur la ville, mais en même temps aujourd'hui je n'y crois pas parce que je suis bloquée par un certain nombre de choses, je suis bloquée par la réglementation, mes espaces ne sont pas forcément ERP, j'ai des problèmes réglementaires qu'il faut que j'arrive à régler. Certains nous disent on n'arrivera jamais à les dépasser. On disait la même chose du télétravail avant les confinements. Hein. Bon, impossible de faire du télétravail, souvenez-vous, pour beaucoup d'entreprises avant que le confinement nous y oblige. Donc les aspects réglementaires, évidemment, il faut les dépasser. Il y a aussi des problématiques d'exploitation. Certaines entreprises s'étaient dit j'ai plus personne dans mes cantines, dans mes cafétérias le vendredi et j'ai des offres qui sont assez intéressantes. Pourquoi ne pas ouvrir mon restaurant d'entreprise le vendredi ? Je suis dans un quartier résidentiel, je pourrais accueillir des gens qui sont en télétravail à côté le vendredi pour rentabiliser un petit peu. C'est pas si simple que ça. En fait, c'est pas forcément les mêmes exploitants. Un exploitant de restauration d'entreprise n'a pas forcément le droit de vendre des repas à du grand public. Donc il y a des nouvelles solutions aussi à inventer sur ces phénomènes d'exploitation. Et puis il y a la grande question de l'économie. Qui paye ? Qui paye déjà le fait d'avoir un socle qui va être ERP ? Aujourd'hui, tous les promoteurs qui construisent des bureaux sont capables de concevoir des bureaux avec des socles ERP. C'est d'ailleurs ce qu'ils vendent sur leurs plaquettes. Mais ça arrive encore souvent qu'ils proposent à l'entreprise de payer le petit frais supplémentaire qui va faire que le socle sera ERP. L'entreprise rechigne évidemment un petit peu à payer ces frais supplémentaires. Et puis il y a aussi des frais d'entretien. Si on accueille des riverains le week-end dans l'auditorium, il faut le nettoyer, l'auditorium le dimanche soir avant que les salariés reviennent le lundi matin. Si on ouvre son bureau pour en faire un morceau de la ville, un morceau public, est-ce que c'est à l'acteur privé de payer cet usage public de la ville ? Est-ce qu'on va trouver les bons modèles économiques qui permettront de faire une coopération, des synergies saines entre le territoire, le public et le privé ? Moi, c'est évidemment ce que j'appelle de mes voeux, parce que je préférerais qu'on arrive à trouver des solutions de coopération plutôt que de voir les deux modèles se scinder complètement et avoir la ville d'un côté qui fait de l'espace public et puis l'entreprise de l'autre qui fait des cités ouvrières avec ses propres logements, ses propres espaces publics, ses propres écoles. On gagnerait quand même beaucoup plus à rentrer en synergie et à réussir à faire ça avec les acteurs du territoire.
Merci Fleur pour être en résonance justement avec ce que tu évoques et affirmer une conviction de Perial Asset Management et d'IWG sur le sujet. C'est l'heure du coup de pub. Je vais passer la parole à Christophe pour mieux en parler que moi. On a développé une offre commune qui s'appelle Factories que nous lançons et nous allons ouvrir le premier site sur le Bourget en février-mars prochain. Est-ce que tu peux détailler un petit peu effectivement le concept et notre ambition sur le sujet ? Je pense que c'est un concept effectivement très important qu'on a annoncé au MIPIM, donc il y a 8 mois à peu près. Quelle est l'idée de Factories ? En fait, si on repart de ce dont on parlait tout à l'heure, le travail hybride, apporter le choix de lieu de travail aux collaborateurs, donner la possibilité aux entreprises de pouvoir trouver des espaces de travail sans les opérer eux-mêmes. Pour faire ça, il y a quelque chose qui est important, c'est de proposer des réseaux de lieux de travail. Sinon, ça ne reste que de la théorie. Donc, pour mettre en œuvre ces politiques, il faut bien créer ces réseaux de tiers-lieux, ces réseaux d'espaces de coworking. Historiquement, les opérateurs, nous et les autres, ont ouvert dans les grandes villes, dans les quartiers d'affaires. Il manque quelque chose de très important, c'est le maillage du territoire national pour justement proposer ces solutions, peu importe l'endroit où on se trouve. Donc on va continuer, nous, IWG, à ouvrir dans les grandes villes, notamment avec des marques comme Spaces, qui sont les grands coworking communautaires, et puis Signature, qui est vraiment le haut de gamme. Mais on a, depuis 2014, commencé à franchir le périphérique, et on a commencé à construire des tiers-lieux dans des villes comme Maisons-Laffitte, comme Fontainebleau, comme Bourg-la-Reine, là où, a priori, il n'y a pas d'activité économique extrêmement poussée. Eh bien, ces sites fonctionnent extrêmement bien, le taux d'occupation est au nord de 80%, et on a compris qu'on pouvait apporter une solution à ces territoires qui ont besoin de redynamiser l'économie locale, et qu'il y a un grand nombre d'entrepreneurs et de télétravailleurs qui cherchent des solutions alternatives au travail à domicile. Donc on a testé, on a confirmé ce besoin-là, et l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin maintenant. Donc on continue maintenant à mailler les banlieues des grandes agglomérations. On a ouvert par exemple à Douai, on va ouvrir à Roubaix, à côté de Lille, Carquefou dans la banlieue nantaise. Donc ça, on va continuer à le faire. Deuxième segment, ce sont les villes secondaires. Donc on a annoncé les ouvertures à Clermont-Ferrand, Poitiers, Brest, Dax, etc. Et troisième angle, là pour le coup des zones totalement périurbaines. On a annoncé par exemple la semaine dernière l'ouverture à Annemasse, qui est vraiment au bord de la frontière avec la Suisse pour les transfrontaliers qui ont besoin de pouvoir facilement aller en Suisse mais qui préfèrent travailler en France. Il paraît que c'est un petit peu moins cher. Donc cette volonté-là de mailler le territoire, c'est d'être présent dans toutes les villes et les villages de France. Et Factories s'inscrit totalement dans cette approche-là. Donc Factories, tu parlais du Bourget, je ne sais pas si on peut parler de Malakoff, et de Sèvres et de tous ces territoires-là qui vont venir rejoindre le réseau IWG avec cette volonté d'apporter ces solutions sur ces territoires et de prendre part vraiment à la vie du territoire. On en parlait. Au-delà du dynamisme économique, on recrée du tissu social. Donc on travaille avec Perial sur le fait de dire il faut qu'on travaille ensemble pour fournir des solutions qui sont l'infrastructure, c'est-à-dire la valeur ajoutée de Perial, et puis nous qui installons le service pour que ces centres-là vivent dans la communauté. Donc tous ces sites seront par exemple ERP. Tous ces sites ont une marque extrêmement importante dans le domaine de l'ESG. Donc on va les ouvrir aux acteurs publics locaux, aux écoles, aux entrepreneurs. On va pouvoir créer des recrutements. On va pouvoir permettre à des entreprises locales de trouver des bureaux et donc de rester sans être obligés de venir à Paris pour avoir des bureaux. Et donc Factory s'inscrit complètement dans cette stratégie à la fois de mailler le territoire, mais aussi d'apporter cette valeur ajoutée au territoire qui permettent finalement une forme de décentralisation en France. Merci Christophe. Peut-être juste pour conclure, si on doit projeter et résumer le bureau, votre vision du bureau à 2030, 2040, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Qui veut prendre la parole ? Je vais essayer de faire très court pour vous laisser donner vos idées aussi. Je pense que le bureau de 2030-2040, c'est un bureau qui ressemble beaucoup plus à la vie et à la ville, et qui est d'ailleurs beaucoup plus lié à la vie et à la ville. Donc c'est un endroit où il y a une vraie vie, une vraie animation, où on ne fait pas que travailler, où on peut aussi apprendre, faire des choses ensemble, et qui est beaucoup plus lié à la ville et aux acteurs de la ville. Donc c'est un lieu qui fait partie de la vie et de la ville. Je pense que le bureau en 2030 est peut-être
en 2025. Il sera intense et ancré donc sur son territoire. Il sera effectivement hybride. Il jouera sur la chronotopie pour proposer des bâtiments 24 heures. Bien sûr, ce sera des bâtiments qui offriront des lieux de sociabilité, de sérendipité, qui proposeront une expérience désirable et qui contribuera justement au développement d'activités à l'échelle locale. Je dirais que aujourd'hui, effectivement, le grand nerf de la guerre, c'est finalement le modèle économique, c'est-à-dire comment on arrive justement à créer cette porosité avec le territoire et comment on arrive à faire territoire et société. On commence à le faire. Simplement, voilà, c'est comment on repositionne l'utilité économique et sociale au même titre, pardon, que l'utilité écologique, qui est aujourd'hui bien engagée. Merci. Christophe, tu veux ajouter quelque chose? Oui, l'usage, on en a parlé. Hein. Aujourd'hui, on a une approche traditionnellement assez rigide avec l'immobilier où on forçait les gens à prendre leur voiture ou le RER tous les matins pour aller s'enfermer dans un bureau. Aujourd'hui, les gens veulent avoir le choix, veulent avoir de la flexibilité. On a autant de Blablacar, Netflix, etc. Donc il faut que l'immobilier et les espaces de travail se mettent à la page. Donc moi, je crois vraiment à ce concept du travail hybride où on donne le choix et la flexibilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans les années qui arrivent. Je ne sais absolument pas à quoi ressemblera le bureau dans 2030. Ce que je sais, c'est que personne ne sait, a priori, parce qu'on est dans un monde dans lequel les cycles sont de plus en plus compliqués à anticiper. Je ne vais pas vous faire la longue litanie de tout ce qui est compliqué en ce moment dans notre monde. Et je ne crois pas que ce soit conjoncturel. Je crois que ces cycles-là vont s'accélérer, politiques, sociaux, économiques, et quelquefois pire que ça. Et donc, ils font donner la possibilité aux entreprises de s'adapter, d'être agiles par rapport à ces cycles-là. Et même si elles vont continuer à opérer un certain nombre d'actifs immobiliers en propre, elles ont besoin du maximum de flexibilité sur le reste pour pouvoir justement s'adapter. Donc je crois vraiment que l'hybridation des espaces de travail et les espaces de travail flexibles ont de bons jours devant eux, soit dans des réseaux comme le nôtre, soit au sein même des entreprises pour permettre ces ajustements. Christophe Fleur, Charlotte, merci. Merci de votre participation. Je remercie le CIMI Aminatassi pour bien entendu l'organisation générale de ces conférences. Un grand merci à Céline Desplanches, directrice de Grands Comptes et Expérience Client de Perial Asset Management, qui a œuvré et qui œuvre intensément pour l'ouverture des premiers factories. Donc on vous donnera rendez-vous pour la première inauguration au Bourget. 1er mars. 1er mars, voilà, 1er mars. Donc le remplissage et les travaux sont en cours. Merci également à Antoine Desus, directeur de la communication de Perial Asset Management. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oula. Alors c'est vrai qu'on n'est pas très loin de l'apéro. Ah, une question. Etc. L'hybridation, l'agilité des futurs, des locaux, des bureaux, etc. Est-ce que ça annonce pas un peu la fin de ce modèle très classique et qui est très ancré avec tous les acteurs de l'immobilier? Allez, je me lance. En fait, je pense qu'il y a une hybridation, enfin si on parle d'hybridation, on parle d'hybridation à mon avis juridique également. Il y a un mélange de plein de choses qui est en train de se mettre en place. Je ne pense pas que le 369 va disparaître et finalement il apporte plus de souplesse contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ce qui est certain, c'est que c'est une base assez solide pour fabriquer l'expertise de l'actif immobilier. Et côté, cette fois-ci je réagis côté bailleur, ça pose question d'avoir une disparition complète aujourd'hui, sauf à ce que les modèles d'expertise des immeubles prennent en compte beaucoup plus je dirais la valeur d'usage du bâtiment que son intensité à long terme par rapport à son état locatif, si vous voulez. En revanche, travailler avec des opérateurs comme IWG, justement, pour permettre beaucoup plus de souplesse sur nos actifs immobiliers ou autres, c'est quelque chose qu'on va travailler de plus en plus. Il en demeure pas moins qu'un grand corporate qui a une grande vision et veut avoir un bail à 6 ou 9 ans dans l'immeuble pourra toujours l'avoir, mais il voudra sans doute un buffer, avoir du flexi-buy ou avoir la possibilité justement d'avoir des buffers à travers les services qu'on pourra lui proposer sur l'immeuble. Donc on est en train de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus hybride, beaucoup plus mouvant. Je ne pense pas encore une fois que c'est la fin du 369, mais c'est indéniable que le modèle que du 12 ans ferme, dont rêvent tous les propriétaires, bien entendu, pour capitaliser au maximum le loyer facial,
a quand même un petit peu de plomb dans l'aile, c'est indéniable. Je ne sais pas si vous partagez. Je plus sois et je rajouterais, ça continuera et globalement ce qu'il faut c'est identifier ces nouveaux modèles. Le coworking est une réponse à cette flexibilité. Il y en a d'autres qui vont arriver. C'est justement c'est quoi ces nouveaux opérateurs qui créent justement de la valeur d'usage, de la valeur avec les acteurs aussi du territoire. Et donc voilà, je pense que l'avenir sera justement sur ces opérateurs. Qui sont ces opérateurs ? Comment ils opèrent ? Et en l'occurrence, il y en a certains qui existent déjà. On le voit énormément sur l'occupation temporaire. On fait appel à des acteurs justement qui vont créer le temps de l'occupation temporaire, un projet immobilier qui est flexible et qui, à l'issue, soit demeure en fonction de ces démonstrations ou soit continue de migrer. Une autre question ? Oui. Une question, parce qu'on parle de rendre les bureaux désirables pour que les salariés reviennent. Est-ce qu'il ne faut pas aussi rendre les transports désirables ? Parce que faire revenir les salariés au bureau, c'est oui, il y a le bureau, mais il y a les de venir. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de venir, non pas parce que les bureaux ne sont pas désirables, mais parce qu'une heure dans le RER le matin, on tassait les uns sur les autres, ça pose peut-être un problème dans une société où effectivement on parle d'individualisation. Et d'ailleurs, le télétravail aggrave les choses parce que tout le monde se déplace en même temps et donc on a créé des tensions sur les transports où plus personne ne prend le métro le vendredi et tout le monde se retrouve dans le métro le jeudi matin, le mardi matin. Donc on aggrave le problème à cause du télétravail et je comprends complètement votre question. Je dirais que c'est une raison de plus pour créer des liens entre les acteurs du territoire et les entreprises parce qu'il y a peut-être des solutions à trouver avec les acteurs du transport. Alors, en plein Paris, oui, prenez rendez-vous avec la RATP et bon courage. Mais c'est vrai qu'en région, il y a des solutions un peu plus évidentes à trouver pour mettre en place des solutions de transport qui peuvent être intelligentes, qui peuvent être en partenariat avec la région, avec le territoire local. Ça peut être une piste de solution. En tout cas, si je peux rajouter, oui, les études montrent que la France est un des pays en tête par rapport à la volonté des collaborateurs de pouvoir revenir sur leur lieu de travail pour des raisons de socialisation par rapport à des modèles anglo-saxons où certains se trouvent très bien 100% du temps chez eux. Donc on a cette réalité, ce qui est une bonne nouvelle selon moi, que les gens souhaitent revenir. Après, vous avez tout à fait raison, le problème c'est pas de venir au bureau, c'est le temps que ça prend et les complications, plus les émissions carbone, etc. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'hybridation, c'est-à-dire qu'il y a un moment pour venir sur le lieu de travail parce qu'il y a le mot du président, il y a la formation, il y a des séances de brainstorming, et puis il y a des moments où on est en déplacement ou alors on veut travailler proche de chez soi. Et c'est pour ça qu'on parle de cette hybridation des espaces de travail, c'est qu'il faut offrir ce choix-là qui permet aux collaborateurs d'une entreprise de travailler de l'endroit qui a le plus de sens par rapport à son agenda, ses contraintes, etc. Nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a commencé à ouvrir depuis pas mal de temps des centres dans les gares, par exemple, ou dans les aéroports, ce qui fait que les gens se retrouvent dans la gare pour faire leur réunion au lieu d'arriver en train, de reprendre le métro, puis un RER, éventuellement un taxi, etc. Donc, c'est à partir du moment où vous créez ce réseau-là, vous créez l'opportunité de raccourcir les temps de transport et de rendre tout ça plus efficace, moins générateur d'émissions de carbone, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ce maillage. Je vous disais qu'on a 150 sites. Nous, on doit passer de 150 à peu près 600 dans les 4 prochaines années. Donc on a mis 30 ans pour en faire 150. Il faut qu'on en rajoute 411 pour être tout à fait précis d'ici 2028, parce que ces solutions-là de maillage du territoire permettent effectivement de raccourcir drastiquement les temps de transport. Mais je termine sur un mot qui me paraît clé, c'est la notion des responsabilités. En fait, on est sur la base de je veux pouvoir faire ce que je veux et venir au travail quand je veux et avoir des transports qui fonctionnent parfaitement. On s'est rendu compte que l'individualisation du travail avait eu des conséquences sur le collectif à l'échelle de l'entreprise, mais ça a aussi des conséquences sur le collectif à l'échelle de la ville. Le télétravail impacte énormément la ville autour de nous. Et peut-être qu'il va falloir aussi se poser ces questions de qu'est-ce que mon appétence pour le télétravail, ma volonté de pouvoir rester chez moi, travailler en pyjama le vendredi, a comme conséquence sur ma ville aussi. On commence à se rendre compte, on commence à voir les effets. Et peut-être qu'il va falloir se poser la question aussi des responsabilités et qu'on va devoir venir percuter cette individualisation, ce désir d'autonomie par cette notion de responsabilité. Peut-être qu'en fait, c'est plus responsable de prendre le métro le vendredi pour venir travailler le vendredi et que ça va être une question qui va finir par se poser. Merci à toutes et tous pour votre présence. Ah, pardon, il y avait une dernière question ? Non.
Ouais, vous avez raison, c'est indéniable. C'est indéniable et on voit bien la pression qu'on a aujourd'hui en tant que bailleur pour l'installation massive de locaux vélos, de douches, ça prouve bien toute l'accélération sur la mobilité douce effectivement qu'on a aujourd'hui sur l'ensemble de nos bureaux. Merci à vous, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci.